Ce soir, j'avais le goût de vous raconter, parce que je suis un des vieux de la lutte au sida, de vous raconter un petit peu l'histoire donc, des traitements du sida, puis dans le fond aussi l'histoire un petit peu peut-être des dates importantes dans l'histoire du sida. Je pense que c'est important qu'on se rappelle d'où ça vient pour savoir vers où on va. En 1981 commence à apparaître dans le coin de San Francisco. C'est un peu bizarre comment ça se passe. On découvre qu'il y a 5 hommes qui ont complètement le système immunitaire à terre, déficient. On ne sait pas pourquoi. C'est pas des hommes qui ont eu des greffes de moelle osseuse ou qui ont eu ce qui normalement arrivait. Et comment ça s'est passé? C'est des pharmaciens qui, en discutant entre eux, ont découvert qu'ils prescrivaient des médicaments, du Bactrim ou du Septra. Et c'était des médicaments, normalement, qu'on prescrivait à des gens qui avaient eu des greffes de moelle osseuse ou des cancers ou des choses très, très avancées. Et là, c'était pas le cas. C'était 5 hommes plutôt jeunes qui étaient en bonne santé avant, qui n'avaient pas eu de transfusion. La seule chose qu'ils avaient, ces hommes-là, étaient homosexuels. Ce qui va avoir un impact sur toute l'histoire du sida en Amérique du Nord et l'imaginaire du sida en Amérique du Nord, le fait que ces premiers hommes étaient surtout des hommes homosexuels. En fait, ce que les hommes gays ne savaient pas encore non plus partout, c'était l'arrivée donc de cette maladie qui était le sida, qui aura un impact évidemment, comme vous le savez, un peu partout dans le monde. Les premiers diagnostics, c'est des pneumonies à pneumocystis carinii. Alors ça, c'est la même chose. C'est pour ça que les pharmaciens, en fait, avaient prescrit des antibiotiques plutôt rares. C'était pas de la pénicilline, c'était du Septra à forte dose. Au début, alors, les journalistes appellent ça la peste gay, le cancer gay, tout ce que, comme les journalistes aiment bien nous donner un petit peu de temps en temps d'excitation pour la presse. Déjà, depuis 1982, on sait comment ça se transmet. Alors, rapidement, on s'aperçoit, et ça va devenir à l'époque la maladie des 4H au Québec, homosexuels, hémophiles, des gens qui ont eu des transfusions de sang, héroïnomanes, donc des gens qui ont partagé des seringues, et haïtiens, dans le cas du Québec, parce que il y avait une population de la communauté haïtienne qui arrivait et qui avait été touchée par l'épidémie, qui fera une grande histoire pour ceux qui s'en souviennent. La Croix-Rouge va refuser leur sang et tout ce que ça implique au niveau de la stigmatisation. Donc, les modes de transmission, on les connaît depuis 1982. Ils n'ont jamais changé depuis. On a connu les modes de transmission avant de connaître la cause du sida. Sida, on appelle ça dès le départ syndrome d'immunodéficience acquise. On ne sait pas pourquoi des gens qui sont pas nés avec cette maladie-là, parce qu'il y a des sida chez les enfants à l'occasion qui sont pas contractés. On voit ça des fois à la télé, là, ils vivent dans une espèce de bulle. Ça, c'est un sida congénital, ils n'ont pas de système immunitaire. Là, ça, c'est un sida acquis. Les gens sont pas nés avec ça. On ne sait pas que c'est causé par un virus. On ne connaît pas la cause, mais on sait que le système immunitaire est complètement détruit. Et là, on commence à connaître que c'est probablement, il y a une transmission sexuelle. Chez les hémophiles, on commence à en voir. On commence à en voir un petit peu chez les toxicomanes. Et on connaît les modes de transmission. Donc, depuis 1982, premier diagnostic est fait au Canada en 1982. C'est une infection opportuniste. Je pense que c'est une toxoplasmose cérébrale, une infection au cerveau. Moi, en 1982, je travaille à la clinique médicale de l'Ouest à Verdun. J'ai jamais entendu à peu près parler de cette maladie-là. Il arrive un patient de Montréal, en fait, qui vit à New York, qui est un Québécois, qui est un homosexuel et qui me dit je crois avoir la maladie des Américains. Je sais pas du tout de quoi il me parle. J'ai jamais entendu parler de ça. Lui, il vit à New York depuis 10 ans. Et donc, aux États-Unis, New York, San Francisco, ça se discute. Alors, c'est toujours la maladie des autres, le sida. Pour les Africains, c'est la maladie des Blancs. Pour les Blancs, c'est la maladie des Africains. Et ça va aussi un peu dans l'histoire. Alors, lui, il est rempli de ganglions. Il y a une atteinte du système immunitaire. Mais ça va prendre des années avant qu'on découvre et qu'il meure du sida. Alors, ça a été mon premier contact avec le sida de 1982, Verdun. 1983, une découverte importante. Luc Montagnier, français, et Robert Gallo se disputent un peu la découverte du virus. En tout cas, ils ont découvert le virus, puis il va y avoir une chicane parce que ça s'est fait à peu près à l'intérieur de 24 heures, ça va aller en cours. Et tout ça, à la fin, les deux vont signer une entente pour dire que les deux sont les deux co-découvreurs du virus du sida. Ça va être important parce que là, on commence à peut-être qu'il y a de l'espoir. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à des traitements? Est-ce qu'on va pouvoir créer un vaccin?
En préparant la conférence ce soir, je lisais dans les médias, en 1983, on prévoyait un vaccin dans les 2 ans qui allaient suivre la découverte du virus. 1984, un événement important. Tu as dit 87, mais en fait, on a ouvert en 84 la clinique qui s'appelait l'Annexe au début, qui va devenir l'actuelle. Un peu par hasard, il y a beaucoup d'hasard dans tout ça. On ouvrait une clinique principalement axée sur les maladies transmises sexuellement. On s'installait au coin d'Amherst et Sainte-Catherine, qui n'était pas le village gay non plus. L'idée, c'était d'être dans l'est de Montréal. On voulait ouvrir une clinique parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin pour beaucoup de gens au niveau des maladies transmises sexuellement. Il y avait encore beaucoup de stigmatisation. Même si on est dans cette espèce de révolution sexuelle où il y a une espèce de liberté sexuelle, en même temps, les gens ont de la difficulté à avoir accès à des traitements pour les MTS, syphilis, etc. Et jamais, quand on a ouvert la clinique, en 84, on pensait que ce qui allait nous attendre allait arriver. Alors, ce qu'on voit à la clinique au début, on voit des gens qui sont très, très malades. La plupart, les gens arrivent, il n'y a pas de test de dépistage, le test du VIH n'existe pas. Là, on sait que c'est causé par un virus. On ne sait pas si les gens vont être toutes malades. On pense que ça va peut-être être comme l'hépatite B. 5 à 10 des gens développent la maladie. Et c'est avec les années qu'on va réaliser que la majorité des gens vont développer la maladie. Mais ce qu'on voit surtout, c'est des gens qui arrivent, principalement des hommes, qui arrivent avec des pneumonies. Ça, c'est une toxoplasmose cérébrale, des infections, des abcès au cerveau, des complications. Les gens sont très, très malades. Et la plupart vont mourir dans les 6 mois qui vont suivre leur diagnostic. Ça, c'est l'époque 1984. Pour arriver au premier traitement. Les premiers traitements, dans le fond, au niveau du sida, ça va être les traitements des infections opportunistes. Alors, on va commencer à connaître le système immunitaire. On ne sait pas trop à l'époque des T4, des CD4, c'est très, très peu connu. La charge virale, ça n'existe pas. On connaît très peu les complications. On apprend avec les malades. On apprend au mesure qu'on voit les malades, on apprend comment la maladie va se passer. Et là, on va voir. Et avec les autres médecins, un petit peu au niveau international, on va commencer à faire des guidelines au niveau de la prévention et des infections. On sait que la fameuse pneumonie, pneumocystis que je vous ai expliqué va arriver si les T4 sont en bas de 200. On sait que les toxoplasmoses cérébrales, ça va surtout arriver si les T4 sont en bas de 100. Des mycobactéries qui atteignent le système digestif et l'ensemble qui rendent très, très malade vont arriver si les T4 sont en bas de 50. Donc, selon un petit peu le système immunitaire, certaines infections vont arriver et là, on peut commencer à prévoir ou à prescrire certains traitements qui sont principalement des antibiotiques pour prévenir les infections. C'est encore important aujourd'hui parce qu'il y a encore des gens qui se présentent avec un système immunitaire très faible et au-delà de la trithérapie, le temps que les T4 vont remonter, on va souvent prescrire des antibiotiques en association avec la trithérapie. Les Kaposi qu'on voit de façon routinière à la clinique, c'est évidemment très, très stigmatisant. Puis aujourd'hui, on voit très, très peu de Kaposi. Alors, on va voir un petit peu dans l'histoire de la maladie. Il y en a encore, mais c'est quelque chose qu'on voit, c'était à l'époque là, de façon très régulière. C'était très pas agréable, vraiment. C'était la peur du monde. C'était d'avoir le Kaposi, c'était ça que les gens avaient le plus peur. 1985, premier test. En fait, fin novembre 84, début 85, quand on a ouvert la clinique, on n'avait pas de test pour dépister le VIH. 1985 arrive, grâce à la découverte du virus, un test qui permet de faire le dépistage des anticorps du VIH. Mais encore là, on est un peu confus, on est un peu mêlé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Si le test est positif, est-ce que ça veut dire que la personne va nécessairement développer le sida? On n'a pas assez de recul dans nos connaissances pour pouvoir dire ça. Et honnêtement, il y a tellement de préjugés, il y a tellement de stigmatisation, il y a tellement de... Au niveau médiatique, c'est un peu l'enfer que, honnêtement, on n'encourage pas les gens à se faire dépister non plus tant que ça. C'est pas... on dit, on ne sait pas si 5% des gens vont développer la maladie. On n'a pas de traitement. On n'a pas grand-chose à offrir. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire dépister? On est tout dans cette époque-là qui va durer pendant plusieurs années et qui, d'ailleurs, je dirais, existe un peu encore. Va arriver la première conférence internationale sur le sida à Atlanta la même année. Et
en même temps, commence une espèce de mouvement de solidarité. Il y a pas tellement de gens atteints du sida dans le monde, mais on commence à sentir que c'est une épidémie mondiale. Mais c'est très, très nord-américain. C'est les États-Unis qui ont été premiers touchés, San Francisco, la Californie. On parle pas de l'Afrique à ce moment-là. On parle un peu d'Haïti. Rock Hudson, première vedette qui va mourir du sida et qui, évidemment, joue dans Dynasty et a embrassé la belle... comment qu'elle s'appelait Christelle. La belle Christelle. Alors, ça va être un gros drame à Hollywood, à savoir, est-ce que Christelle a attrapé le sida de Rock Hudson? Et Christelle, on va tout suivre son histoire dans Éco-Vedette. Elle est allée passer le test, puis finalement, elle n'avait pas le sida. Mais vous voyez, c'est tout autour. Alors, c'est une maladie très, très médiatique dès le départ. C'est une maladie qui est associée au sexe, associée aux drogues, associée au star system. Alors, tout ça va en faire, et qu'on comprend pas trop la cause, va en faire une maladie dès le départ très, très médiatisée. 1986, découverte de l'AZT. Par hasard, dans un laboratoire, on teste des médicaments faut lire le livre là, de Dominique Lapierre, je pense qu'il raconte très, très bien cette histoire-là. La chercheure, genre, je pense, est rendue à sa 300e, est à veille de fermer le laboratoire pour aller se coucher, et tout d'un coup réalise que l'AZT a une activité antivirale contre le VIH. Et ça va être le premier médicament dans l'arrivée du sida. Malheureusement, l'AZT, on ne connaît pas son activité, on ne connaît pas ses effets secondaires, et les gens sont très, très malades. Les gens ont un système immunitaire très atteint, et l'AZT a des effets secondaires. Alors, on va donner l'AZT à des doses très fortes, à des mauvaises doses, et ce qui souvent, vous pouvez entendre encore aujourd'hui des fois des gens dire l'AZT a tué mon ami parce que la dose était tellement forte, ça causait de l'anémie, ça causait une perte des globules blancs. C'était pas la bonne dose. Ça va prendre des années avant qu'on découvre que quelle est la bonne dose. Et en plus, qu'un médicament tout seul, c'est pas suffisant. 1987, conférence internationale sur le sida à San Francisco, qui sera la dernière conférence mondiale sur le sida aux États-Unis, parce que les États-Unis décident d'interdire aux personnes atteintes du VIH de voyager. D'ailleurs, les personnes atteintes le savent, la plupart, sauf récemment, la loi est en train de changer. Je ne sais pas si ça a été réglé, c'est pas complètement réglé. Alors, c'est un problème réel pour nos malades, parce que beaucoup de nos malades vont aux États-Unis. S'ils sont découverts avec leurs médicaments, ils peuvent être classés dans l'ordinateur et ne plus pouvoir retourner aux États-Unis. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont prendre des risques des fois, vont développer des virus résistants à cause de cette loi-là qui a été faite en 1987. Première étude sur le vaccin commence et, bon, malheureusement, on sait que ça va nous donner des résultats contradictoires. 1989, conférence internationale sur le sida à Montréal. On va beaucoup parler du sida à Montréal. On va essayer de faire beaucoup d'éducation sur la prévention. Ça va avoir un certain impact. Pour la première fois, vraiment, on va parler vraiment du sida à Montréal. Après ça arrive un petit peu plus tard le DDI, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, un autre médicament qui se rajoute. Et là, commence à avoir un petit peu, ça c'est en 1991, deux médicaments avec lesquels on travaille qui ne donnent pas beaucoup de miracles, mais probablement une certaine efficacité, mais très, très temporaire. Et là, Magic Johnson annonce qu'il est séropositif. Et c'est le gros drame dans le milieu du sport et que les hétérosexuels peuvent donc contracter le VIH. 1992, on commence à faire de la bithérapie un peu, AZT, DDC, DDI. Il y a une espèce de réflexion à savoir peut-être qu'un médicament tout seul, c'est pas suffisant, puis qu'il en faut deux, puis qu'on commence à parler peut-être le virus développe des résistances, et c'est les questions, tout ça qui se fait au fur et à mesure. 1993, on attend des résultats d'une étude extrêmement importante qui doit nous démontrer si l'AZT a une certaine efficacité dans la lutte contre le sida. Et Berlin va, je me souviens, j'étais là, tous les gens, les malades, le milieu communautaire, parce que l'étude va démontrer des résultats négatifs. L'AZT seul, utilisé en monothérapie, n'a pas d'impact sur le sida, sur le moyen et le long terme. Et donc, tout l'espoir qu'il y avait autour de cette molécule-là vient de tomber et tout le monde sort de là bien découragé. 1994, une date très importante, 1994, qu'on a tendance à oublier parce qu'il faut voir à travers tout ça nos gains aussi dans la lutte au sida. Première étude qui confirme
que si on traite les femmes enceintes atteintes du VIH avec de l'AZT seulement, on diminue le risque de façon significative. Je me souviens plus trop si c'est 50% ou à peu près, mais on diminue le risque pour les enfants. 1995, un médicament québécois promoteur, l'arrivée du 3TC. Donc, un nouveau médicament, finalement, mais qui avait fait beaucoup les nouvelles. C'était important, c'est un médicament inventé au Québec. Chaque fois que le Québec invente quelque chose, on est toujours bien content. Mais c'était un autre médicament dans l'arsenal thérapeutique qui venait se rajouter l'AZT, DDI, on ne savait pas trop comment l'utiliser, qui était très prometteur à l'époque, on disait, et qui est finalement quand même un des médicaments le plus utilisés sur la planète en combinaison avec d'autres médicaments.